Pourquoi la Russie recherche-t-elle l'anéantissement de l'Ukraine? Comment elle envisage sa revanche contre l'Occident? Y sommes-nous prêts? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Avec moi, Céline Maringer, chercheuse sur la Russie, l'Ukraine et le Bélarus à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Céline Maringer vient de publier l'ouvrage « La guerre d'Europe a commencé » chez les éditions Les Arènes. Bonjour Céline, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté de parler au podcast L'Ukraine face à la guerre. Tu es chercheuse sur l'Ukraine, la Russie et la Biélorussie à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. On te connaît comme experte dans cette région depuis des années, voire des décennies. Et là maintenant, tu signes un livre qui vient de sortir, qui s'intitule « La guerre d'Europe a commencé », un livre qui touche le sujet très brûlant en fait de la guerre russe contre l'Ukraine et, comme tu dis dans ton livre, aussi contre l'Europe. Donc ma première question à toi, pourquoi ce livre? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi le sujet te semble nécessaire, un sujet qui s'impose pour l'expliquer au public français et notamment au public militaire en France? Merci beaucoup, Tetiana, de ton invitation. Je suis très honorée de pouvoir m'exprimer dans ton podcast. J'ai commencé, en fait, ce livre, il est né au lendemain de l'élection, enfin, du moins, il a été mûri au lendemain de l'élection de Donald Trump, à un moment où on a compris que les États-Unis pouvaient euh, peut-être pas abandonner l'Ukraine, mais en tout cas réduire de manière significative leur soutien militaire à l'Ukraine. C'était au début de l'année 2025. La situation militaire était très difficile en Ukraine. Et à ce moment-là, j'ai vu ressurgir en France les mêmes discours un peu naïfs qu'avant l'invasion, quand on nous expliquait en fait que Vladimir Poutine n'avait pas du tout l'intention d'envahir l'Ukraine, que pour la simple et bonne raison qu'il n'en avait pas les moyens et qu'il n'en avait pas, du point de vue des personnes qui parlaient, qu'il n'y avait pas intérêt. Et donc, j'étais assez inquiète en fait. Je ressentais une forme de désarroi. Et j'ai écrit un article qui est paru dans le Grand Continent pour essayer d'expliquer les intentions et les motivations du pouvoir russe. Et c'est à la suite de ça en fait que j'ai été contactée par mon éditeur Pierre Bottura des Arènes, qui m'a proposé de faire ce livre. Et donc voilà, je dirais que ce livre, il est né à un moment où c'est un peu une réflexion. J'ai voulu, après ces 3-4 années de guerre, essayer de faire le point un peu sur ce que je pensais des intentions et des motivations du pouvoir russe. Et c'est pour ça, je pense, que j'ai voulu parler à la fois des origines de l'impérialisme russe, mais aussi de la force du revanchisme. Et peut-être aussi de tout ce que j'ai appelé dans le livre la survivance du tchéquisme, c'est-à-dire cette culture des services secrets soviétiques qui n'ont jamais été vraiment désoviétisés. Donc ce livre est une espèce de signal d'alerte en fait adressé au public français et francophone étant donné la situation très dangereuse. Et donc comme toi tu es spécialiste de la Russie aussi, de l'Ukraine, tu vois comment que le danger il est bien réel. Et donc déjà le titre, La guerre d'Europe a commencé, c'est un titre qui est censé mettre les gens en alerte. En fait,
ton ouvrage, que je tiens à signaler l'extrême lucidité, clarté et aussi le côté pédagogique, puisqu'il y a une extrême exactitude dans tes formulations, y compris dans l'expression historique que tu fais, que ça soit pour l'Ukraine, pour l'histoire ukrainienne, que ça soit pour l'histoire de la Russie. Ce livre se divise en 3 parties et tu commences par exposer justement ce que tu appelles l'anéantissement de l'Ukraine. En fait, c'est-à-dire que la méthode que Poutine emploie par rapport à l'Ukraine, c'est-à-dire que cette guerre, elle n'est pas justement une guerre pour conquérir quelques villages ou quelques villes, comme on dit souvent lors des négociations qu'il suffit de donner Donbass, par exemple, à Poutine pour qu'il se calme. Bon. Alors, tu dresses en fait cette approche qui est tout à fait différente. Est-ce que tu peux expliquer davantage en fait pourquoi, à ton avis, cet anéantissement de l'Ukraine est justement cette même méthode que Poutine emploie par rapport à son pays voisin? Oui, tu as raison. Mon objectif, c'était aussi de bien faire comprendre qu'en fait, cette guerre, ça n'est pas une guerre territoriale, ça n'est pas même pas une guerre pour des raisons de sécurité, même si ce sont les prétextes qui ont été mis en avant par les autorités russes pour d'abord pour entrer en guerre et maintenant pour poser leurs conditions à d'éventuelles négociations. Euh, en fait, l'objectif, à mon avis, du Kremlin, il va il se limite pas du tout au Donbass. Il veut, à travers la guerre contre l'Ukraine, détruire l'État ukrainien et subjuguer la population ukrainienne. Je pense que c'est un but en soi et, et c'est pas forcément très bien reconnu en France. Enfin, c'est des choses qui restent assez je dirais pas controversé, mais en tout cas, il y a une forme de déni sur la radicalité de ses intentions vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de l'Europe aussi, on en parlera sans doute après, mais vis-à-vis de l'Ukraine. Et donc, en fait, je crois que quand on voit la manière dont le pays a été détruit de façon mais implacable depuis 4 ans, mais aussi depuis 2014, quand on voit aussi l'insistance que Poutine met à nier l'existence même de la nation ukrainienne, à nous expliquer, à répéter à l'envi que les Russes et les Ukrainiens formeraient un seul et même peuple, et quand on voit aussi la façon dont l'histoire ukrainienne est instrumentalisée et distordue pour essayer de faire croire comment dire, au public occidental que en fait l'Ukraine serait dirigée par des personnes d'extrême droite. Alors, Céline, ce que tu expliques dans le premier chapitre de ton livre, qui s'intitule L'anéantissement de l'Ukraine, tu expliques qu'en fait, la méthode employée par Vladimir Poutine vis-à-vis de l'Ukraine, ce n'est pas une guerre pour conquérir des villages ou des villes, ce n'est pas une guerre de territoire, ce n'est pas une guerre qui cherche, comme on dit souvent aujourd'hui, donner à Poutine son Donbass et il va se calmer. Non, au contraire, tu essaies de dresser en fait cette méthode poutinienne qui consiste à nier en fait le droit à l'Ukraine à exister tout court comme étant indépendant. Donc il y a un sous-chapitre, la négation de la nation, et après instrumentaliser l'histoire parce qu'il y a aussi un sous-chapitre, la natification de la résistance, où tu essaies d'expliquer que tout aussi bien dans l'histoire de l'Ukraine, si on parle du XXe siècle, avant, de Petlura, de Bandera, et même aujourd'hui, donc le pouvoir russe essaie de natifier, donc de présenter comme nazi, en fait, toute volonté ukrainienne d'exister d'une manière indépendante de la Russie. Est-ce que tu pouvais développer un peu pour expliquer comment est-ce que cette approche russe, elle explique la nature même de cette guerre? Euh, En fait, je pense qu'on ne connaît pas très bien l'histoire ukrainienne en France. Et mon objectif, c'était aussi, à travers ces chapitres, de montrer toute la complexité de l'histoire ukrainienne et d'apporter des clés de compréhension sur les accusations qui sont souvent portées contre les autorités ukrainiennes, qui seraient soi-disant noyautées par l'extrême droite, et aussi des clés de compréhension sur euh, le passé de l'Ukraine, l'idée que toutes les grandes figures
de l'indépendance auraient eu des affinités électives avec les nazis ou auraient été fortement compromises avec l'antisémitisme. Et donc, j'ai essayé en fait de montrer que l'histoire euh, euh, a été systématiquement utilisée pour discréditer en fait euh, toutes les manifestations, les volontés d'autonomisation de l'Ukraine à travers l'histoire. Oui, justement, et donc là, Volodymyr Zelensky est présenté en tant que nazi, alors que évidemment, c'est absurde, étant donné que Volodymyr Zelensky il est juif, n'est-ce pas? Que son père, son grand-père, il était participant, il prenait partie dans cette deuxième guerre mondiale au sein de l'armée rouge. Donc, mais ces mensonges-là, ils le gênent nullement en fait la propagande russe qui cherche à démontrer que l'Ukraine, si elle est indépendante, c'est un État nazi. Alors que, et donc d'où en fait l'importance de ce culte de la victoire. euh, un culte de la victoire le 9 mai pour le pouvoir russe qui essaient de dire que justement ils sont toujours dans ce combat du bien contre le mal et donc ils voient dans l'Ukraine indépendante son nazisme. Tu t'arrêtes Ce qui d'une est important de comprendre, c'est qu'en fait, ces éléments de langage de Moscou, à force de les répéter, ils ont une certaine portée. Et donc, il faut quand même continuer à y revenir pour expliciter un certain nombre de choses, notamment par exemple, donc Vladimir Poutine explique à l'envi que l'Ukraine n'existerait pas, que la nation ukrainienne n'existerait pas et que donc, puisque la nation ukrainienne n'existerait pas, l'État ukrainien n'aurait pas de profondeur historique. Enfin, ça, c'est des choses qui sont vraiment répétées et au niveau, enfin, de façon officielle en fait, hein, et je pense qu'il le redit aussi à ses homologues dans les négociations. Et si tu veux, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans le discours, euh, parfois avec des gens qui ne sont pas forcément conscients de toute la complexité de l'histoire de l'Ukraine et de son intrication en fait de ces deux histoires. Par exemple, on entend souvent dire que l'Ukraine serait née en 1991, que la nation ukrainienne serait née en 1991. Et là, on voit, je pense que de montrer au public français ou au public européen que cette négation de l'Ukraine, elle s'inscrit dans une longue histoire, ça permet aussi ça leur permet de mieux comprendre votre force de résistance, parce que évidemment, vous connaissez le tragique de votre histoire nationale et vous combattez aussi avec ça en tête. Vous savez très bien, et vous le dites souvent, qu'il était interdit d'enseigner, de publier en ukrainien au 19e siècle. Et ça rappelle ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans les territoires occupés. Vous, vous connaissez très bien aussi, enfin, je veux dire que les Ukrainiens se souviennent de ce qui s'est passé au début des années 20, la perte de la première indépendance, c'est quelque chose de très important, mais pas forcément de bien connu en France. De même, je pense que ce qui s'est passé, la grande famine, le Holodomor, euh, euh, cette volonté de... Bien sûr, ça s'inscrivait dans la collectivisation des campagnes et dans tous les grands projets de transformation communiste, mais il y avait cette volonté aussi des dirigeants de Staline et des dirigeants qui l'entouraient de briser la résistance des paysans ukrainiens parce que les paysans ukrainiens étaient considérés comme les porteurs de ce patriotisme ukrainien et qu'ils y voyaient un très grand danger en fait euh, pour la sécurité de l'Union soviétique. Et ça, euh, je pense que ça, enfin moi, c'était important pour moi d'en parler, de parler de votre histoire, de mieux la faire connaître au public français, euh, parce que je pense que c'est un ressort très important en fait de la résistance aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es d'accord avec Oui,
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc cette profondeur historique, il donne des clés pour comprendre ce qui se passe justement aujourd'hui. Mais ce qui est très important dans ton livre, ce que tu t'arrêtes pas là à dire, voilà, sur le contexte ukrainien de cette guerre, et donc les ambitions de Poutine, de Kremlin d'anéantir l'Ukraine, c'est une chose. Mais tu dis tout de suite, et c'est le chapitre 2 de ce magnifique ouvrage qui s'intitule La revanche sur l'Occident, où justement, tu sais d'expliquer, de mettre au clair, avec les faits historiques à l'appui, comment est-ce que la Russie, depuis des décennies, elle nourrit ce revanchisme sur l'Occident, cette volonté de rejouer l'histoire, de revenir, par exemple, sur le fait de la défaite de l'Union soviétique dans la guerre froide, nous nous rappelons de cela, et puis comment est-ce que cette rancune, ou ce ressentiment qui date d'il y a plus de 30 ans maintenant, qu'il joue un rôle majeur sur ce que la Russie est en train de faire aujourd'hui. Et c'est par ce fait même, cette guerre contre l'Ukraine, elle ne se limite pas à l'Ukraine, n'est-ce pas? C'est une guerre qui touche l'Europe d'une manière très directe. C'est pour ça que le titre, la guerre d'Europe, a commencé. Oui, tout à fait. Si tu veux, j'ai commencé avec l'Ukraine parce que je crois qu'il y a vraiment ce projet d'anéantissement de l'Ukraine et que il faut le dire et le redire. Mais je crois que aussi important soit cet objectif de destruction de l'Ukraine, ça n'est pas pour Poutine une fin en soi. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas là. Il se sert aussi de la guerre en Ukraine pour, pour atteindre des objectifs bien plus ambitieux qui concernent là pour le coup toute l'Europe. En fait, il se sert, à mon avis, de la guerre en Ukraine pour imposer euh, une refonte complète des arrangements de sécurité en Europe. Et ils ont vraiment, je pense que son objectif, l'objectif final recherché, comme diraient les militaires, pour lui, c'est de voir disparaître l'OTAN comme l'Union soviétique a disparu en décembre 1991. Je crois que c'est ça en fait qu'il recherche. C'est ça, et donc c'est pour Pouvoir ça que en tu mentionnes. faisant, en affaiblissant l'OTAN, en affaiblissant. Alors, c'est des objectifs qui paraissaient complètement fous il y a encore quelques années, mais c'est vrai que depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, on peut se poser des questions. Et donc, il y a vraiment cette volonté, la guerre d'Europe a commencé parce qu'il y a cet objectif de porter le fer contre l'Europe, il y a et d'affaiblir les deux piliers qui ont assuré en fait l'architecture de sécurité en Europe depuis les années 90, à savoir l'OTAN et l'Union européenne. Le refus, évidemment, que l'Ukraine rejoigne ces deux institutions. Euh, et je pense que c'était aussi important pour moi de bien expliquer d'où venait ce revanchisme, que c'est quelque chose qui est apparu en fait tout de suite au début des années 90, mais que finalement Vladimir Poutine a aussi cultivé euh, au fil du temps. Hein. Et je pense que voilà, et ça c'est un objectif qui n'est pas forcément toujours perçu clairement dans nos pays. Oui, et là, tu t'arrêtes d'une manière tout à fait spécifique et très convaincante sur la survivance du tchéquisme, un phénomène que nous connaissons étant soviétique. Donc, le Tchéka, c'est une structure qui était née, qui existait à l'Union soviétique, mais dont on ignore peut-être l'importance de sa survivance aussi durant les décennies de la Russie post-soviétique. Et donc, ça influence tout, ça influence la politique extérieure, ça influence la politique intérieure, ça influence aussi, et tu t'arrêtes d'une manière tout à fait intéressante sur leur manière de négocier. Explique-nous la méthode de Gromyko. Elle est très connue en fait ici en Ukraine, elle est peut-être moins connue en Occident. Pourquoi t'arrêter d'une manière aussi détaillée sur cette histoire-ci, ça t'a paru tellement important pour plus de clarté sur le danger russe? Parce que je pense qu'il faut, pour être armé, pour savoir comment réagir, il faut savoir à qui on a affaire. Et je pense qu'en fait, nous avons affaire à des tchéquistes.
Je pense qu'il y a 2 choses importantes à garder à l'esprit, en fait. C'est que d'un côté, heu, ce sont des gens qui ne croient pas à la sécurité collective. Ils sont dans la confrontation permanente. Pour eux, la confrontation avec l'Occident est quelque chose d'indépassable. Et ça, pour les pays, enfin les élites politiques de l'Union européenne qui ont cru que le doux commerce, le fait d'avoir des relations euh, économiques était une façon de garantir la paix, ça a été difficile à comprendre. Voilà, il y a ce premier point. La deuxième chose qui me semble très importante à garder à l'esprit quand on essaye de comprendre le mode de fonctionnement et de raisonnement des dirigeants russes, c'est qu'ils ont gardé les habitudes du KGB. Et pour eux, l'affaiblissement politique de l'adversaire est un but à rechercher en permanence. Et l'affaiblissement politique de l'adversaire est intégré à la planification opérationnelle. Ils l'écrivent noir sur blanc, en fait. Ce sont les premières étapes avant une attaque, comment dire, hybride ou avant une attaque armée. Et donc, cette idée qu'il faut, pour l'emporter sur les pays occidentaux, il faut les diviser, il faut mettre à mal leur cohésion nationale, il faut semer le doute sur la sincérité du vote ou même le système démocratique. Il faut susciter la défiance à l'égard des autorités. Et ils ont une vraie stratégie en fait de guerre cognitive, de guerre informationnelle, qui est d'autant plus redoutable que maintenant ils peuvent s'appuyer sur sur l'intelligence artificielle et sur tous les outils numériques en fait. Et voilà, donc ça, je pense que c'est un danger aussi pour la démocratie. Et on- Et nous devons faire face, en fait, et nous devons tenir ça en tête, par exemple, lors des négociations, puisque, par exemple, depuis des mois, on parle beaucoup des négociations trilatérales, l'Ukraine, la Russie, les États-Unis. Nous voyons tous, n'est-ce pas, ce spectacle, en fait, et nous voyons, en fait, l'épreuve, en fait, ce que tu décris dans le livre, parce que nous voyons que Moscou, il ne cesse pas d'employer le langage de deux ultimatums, c'est-à-dire, voilà, demander le maximum, il pas céder d'un centimètre, voilà. Et donc, les négociations qui ne cherchent pas à faire une espèce de compromis, en échange, en apaisement, mais les négociations sont perçues comme une procédé à part entière à faire anéantir l'adversaire, n'est-ce pas? En fait, les négociations, il y a tout un art de négocier à la russe. Et il y a c'est ce qu'on appelle la technique Gromyko, qui consiste à ouvrir de nombreux dossiers à la fois, à demander le maximum et à ne plus rien faire, c'est-à-dire on a l'intransigeance puis l'attente. Et donc, ils attendent des concessions de la partie adverse. Et à chaque fois qu'il y a une concession, même une concession importante, en fait, ils reviennent avec une demande supplémentaire. Ce sont des choses qu'ils ont pratiquées à de nombreuses reprises dans l'histoire et qu'on a tendance, je dirais, en tout cas en France, à oublier. Et je crois que c'est important de le garder à l'esprit parce que aujourd'hui, il y a une négociation qui n'en est plus vraiment une, mais il y a un an en tout cas, il y avait cette idée que Trump allait pouvoir imposer une négociation entre Kiev et Moscou. Et en fait, on a vu que les Russes posaient des conditions poser des conditions tout à fait inacceptables du point de vue ukrainien, parce que ça aurait mis en danger encore davantage l'Ukraine, mais il le faisait de telle manière que ça semble, comment dire, une proposition tout à fait euh, justifiée aux yeux des Américains. Je pense notamment
à cette insistance qu'ils ont à demander le retrait des territoires du Donbass. Donc voici cette manière de négocier qui consiste, grosso modo à dire: «On vous demande ce qui est inacceptable pour vous, alors si vous ne l'acceptez pas, ce que nous allons faire, nous allons attendre. Donc nous n'allons pas bouger» parce que voilà, c'est le la nature même, donc le concept même de ce sont les négociations, dans la perception russe, c'est complètement autre chose par rapport à ce dont nous avons l'habitude, c'est-à-dire les négociations, c'est-à-dire c'est un échange, ce sont des concessions mutuelles. Les négociations se riment aussi avec un compromis, alors que Là, il n'y la a pas Russie, la volonté d'avoir des concessions mutuelles, en fait. Il y a la volonté d'imposer une reddition complète de la partie adverse. Et donc, il y a une stratégie pour faire en sorte de décrédibiliser d'une certaine manière les autorités ukrainiennes. voilà, et donc décrédibiliser, ça veut dire aussi, dans les situations de la guerre, de créer des incertitudes et le chaos à l'intérieur de l'Ukraine, parce qu'évidemment, les citoyens ukrainiens sont inquiets. Est-ce que notre pouvoir, Volodymyr Zelensky, va céder ou pas? Est-ce que ça va être perçu comme trahison ou pas? Donc voilà, il Mais y a un la but question très... des territoires et du retrait des territoires du Donbass, c'est vraiment ça. Cette question enfin, de vouloir forcer le président Zelensky à ordonner à l'armée de se retirer de territoires qu'ils ont défendus ou reconquis au prix de pertes considérables, c'est en fait une façon de créer de l'instabilité au sein même de la société ukrainienne, de mettre à mal l'union sacrée entre les autorités, l'armée et la société. Mais c'est aussi une façon, on peut le supposer en tout cas, de préparer la suite, de préparer une autre attaque plus tard. Parce que si l'armée ukrainienne devait se retirer de ces territoires, elle devrait en fait quitter d'abord des villes très importantes dont tu parles dans tes reportages et c'est toujours très, très utile et très éclairant. Mais elle devrait aussi, en fait, ces territoires, euh, ils sont très bien protégés. Et donc, euh, et, et, euh, et donc, si l'armée se retirait, en fait, les défenses seraient amoindries et les Russes pourraient se servir ensuite de ces territoires comme tête de pont pour lancer des manœuvres de plus grande ampleur dans quelques années. Oui, tout à fait, parce que là, il s'agit de véritables forteresses. Si on parle de cette C'est partie de ça. Donbass que l'armée ukrainienne contrôle encore, on parle de la ville de Sloviansk, on parle de la ville de Kramatorsk, on parle de Konstantinivka, de Drushkivka. Le front est tout près, mais en fait, ce sont des véritables forteresses en fait qui permettent en fait à l'Ukraine de tenir, parce qu'après, si on cède, en fait, Donbass, on va se retrouver dans les plaines, dans la steppe, où il y a pas de ville, pas de village, évidemment, ça sera beaucoup plus facile pour l'armée russe de procéder. Y ajouter évidemment l'argument de découragement en fait de la population, de l'armée, parce que étant donné que si toutefois on peut imaginer que si Volodymyr Zelensky cédait à cette demande russe, ça voudra dire aussi pour beaucoup de militaires que ça pourrait dire qu'il a trahi en fait aussi la mémoire de tous ceux et celles qui ont tombé au combat en essayant de protéger ces forteresses-là depuis au moins 2014, donc 12 ans. Et donc ça voudra dire que le leadership politique n'est pas à la hauteur de capacités militaires de l'Ukraine. Et donc, évidemment, ça pourra créer le chaos, les affrontements déjà à l'intérieur de l'Ukraine, ce que justement la Russie peut rechercher en posant cette position, comme tu viens de dire, Voilà, donc en fait, elle intransigeante. se sert des négociations pour obtenir des effets politiques. Exactement.
Exactement. Donc voilà, nous voyons dans tout ce chapitre la revanche sur Occident, le traumatisme de l'effondrement de l'URSS. Et tu expliques pourquoi Poutine considère l'effondrement de l'Union soviétique comme la plus grande catastrophe géopolitique du 20e siècle. Après l'importance du tchéquisme, leur manière de négocier et comment est-ce que cette mentalité soviétique de la confrontation, elle est toujours là. Donc ce n'est pas du tout une mentalité de la coopération, Exactement, c'est une mentalité de la confrontation à exactement. l'infini. Mmh. Et donc pour en arriver en fait dans le chapitre sans doute le plus important, parce que le plus problématique, parce qu'il pose la question, donc la question que tu poses à ton public, sommes-nous prêts? Qu'est-ce que ça veut dire? Sommes-nous prêts à quoi? À faire face à la Russie? Peux-tu expliquer davantage? Oui, ça c'était une demande de l'éditeur en fait. Sommes-nous prêts à faire face à la multiplicité, des dangers, que pose la Russie? Il y a bien sûr, toute la question de la possibilité d'une extension de la guerre à l'Europe ou à d'autres pays européens, et la possibilité, disons, d'une confrontation armée directe entre les pays de l'OTAN et la Russie. Donc ça, c'est un volet. Et c'était très important pour moi quand même de montrer aussi que la Russie se prépare à une guerre de longue haleine, qui a des indicateurs objectifs qui montrent qu'ils ils envisagent la possibilité d'une extension de la guerre. Ils augmentent la taille de leur armée. Hein. On est passé d'une armée de 1 million 125 000, je crois, de mémoire, à l'objectif d'une armée, c'est-à-dire de 1, de 1 million et demi de militaires d'actifs. Mais ils augmentent aussi donc leurs dépenses de défense. Et puis, il y a d'autres. Il y a un sujet qui m'inquiète beaucoup, c'est tout ce qui concerne la militarisation de la jeunesse. Donc, la montée en puissance de la Young Army, où il y a maintenant, de sources officielles, 1 800 000 enfants qui apprennent à manier des drones. Ils augmentent aussi les productions d'armement. Hein, ils produisent plus d'armement qu'ils n'en consomment en Ukraine. Donc, tout ça, ce sont des indicateurs qui doivent, d'une certaine manière, nous alerter. Et ça, c'était important de montrer que voilà, il y a quand même des raisons tout à fait sérieuse de considérer que une confrontation plus vaste est possible. Je ne dis pas qu'elle va forcément se produire, mais c'est une possibilité et nous devons nous y préparer. Mais ça n'est pas le seul danger qui se pose à nous. Parce que comme on l'a déjà dit tout à l'heure, en fait, il y a cette idée qu'il faut affaiblir politiquement l'adversaire, le diviser. Et donc, il y a voilà, la guerre informationnelle, la guerre hybride contre l'Europe, elle est quand même très présente et je dirais qu'elle s'accentue depuis un an et demi, depuis qu'en fait enfin, l'armée ukrainienne procède à des frappes sur des cibles militaires dans la profondeur du territoire russe avec des missiles occidentaux. Donc, ce qu'on observe, c'est que non seulement la guerre informationnelle, elle se déchaîne, hein, il y a vraiment voilà, des attaques directes sur les autorités, enfin, visant à discréditer nos autorités politiques, nos autorités militaires aussi. Mais ça n'est pas tout. Il y a aussi de plus en plus des sabotages, des incendies criminels, des tentatives d'assassinat, notamment sur le patron du grand conglomérat allemand d'armement, hein, le Rheinmetall, attentat qui a été déjoué grâce au service de renseignement américain, mais enfin c'était quand même un objectif. Donc on voit que voilà, disons que la confrontation, elle s'accentue. Voilà, elle s'accentue et ce qu'on ne peut pas exclure justement aujourd'hui, en 2026, c'est que une autre attaque de la Russie, comme tu expliques dans ton livre,
contre, peut-être pas directement contre la France, ça serait impossible étant donné la géographie, mais par exemple contre un pays qui appartient à l'OTAN, tel par exemple un des pays baltiques en fait, ça serait justement un outil pour tester la solidité de l'alliance. Et ça, ce scénario-là, la Russie peut l'utiliser en employant très peu d'outils militaires, mais elle peut parvenir à créer un grand chaos en fait à l'intérieur de l'OTAN, n'est-ce pas? Tout à fait, je pense que ça, il faut pas rester les yeux rivés en fait sur les scénarios les plus graves, enfin les plus catastrophiques. Je pense qu'ils peuvent tenter quelque chose de plus limité. Ils n'ont pas les moyens aujourd'hui. Je veux dire, l'armée russe, d'un côté, elle est très aguerrie, mais d'un autre côté, elle est aussi affaiblie. Ils ont eu des pertes considérables. Donc, je pense pas qu'ils vont tenter quelque chose d'ampleur contre les pays de l'OTAN parce que ce serait trop risqué. Par contre, ils peuvent, euh, ils peuvent tout à fait envisager de tester la solidité de l'OTAN, par exemple en lançant une attaque sur Narva, de façon en fait à paralyser l'OTAN et à faire la démonstration du fait que l'article 5 de l'OTAN sur la sécurité collective et la défense collective ne tient pas. Voilà, et donc après, on va se retrouver dans cette situation que tu décris aussi dans ton livre. Un sous-chapitre, sous-titre de ton troisième chapitre s'intitule L'Europe sur qui vive. En fait, ça peut amener justement les désaccords très fondamentaux entre les pays différents, puisque voilà, on va voir qui sera prêt à mourir pour Narva ou pour Suwałki, par exemple, ou pour autre endroit voilà, dans les pays baltes, mais ça va être une démonstration extrêmement éloquente pour Poutine de la faiblesse de son adversaire, c'est-à-dire du bloc OTAN. Moi, je pense qu'il y aurait une réaction assez déterminée des pays européens, des pays euh, de la Pologne, bien sûr, et des pays baltes, mais pas seulement. Je pense que s'il y avait une attaque contre un pays de l'OTAN, les pays européens, enfin les armées européennes seraient au rendez-vous. Par contre, il y a quand même beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes autour de la solidité de la garantie de sécurité américaine à l'Europe. On ne sait pas en fait en cas d'attaque contre Narva ou contre un pays, on a des doutes sur le fait que les États-Unis accepteraient de prêter main forte. Euh, euh, enfin, en tout cas depuis un an et demi. Et donc là, ils peuvent se servir d'un incident sous le seuil, pas très clair, pour amoindrir ce lien transatlantique et faire en sorte que voilà, les divisions, pas forcément au sein même de l'Europe, mais entre l'Europe et les États-Unis, pour qu'elles apparaissent au grand jour. Oui, tout à fait. Et donc, on peut se retrouver dans la situation de la faiblesse quand même relative. Sans les États-Unis, évidemment, nous connaissons tous tous les risques qui existent depuis des mois que Donald Trump est au pouvoir à la Maison-Blanche et que cette alliance qu'on croyait éternelle et qu'on croyait très solide entre l'Europe et les États-Unis, elle est pas tellement claire, elle n'est pas tellement évidente aujourd'hui. Et évidemment, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est justement que l'Europe devrait se penser d'une manière plus autonome côté défense et que l'Ukraine, dans ce cas-là, pourrait aussi être extrêmement utile aussi à l'Europe parce que l'Ukraine constitue la première ligne de défense contre l'ennemi, contre la Russie. Oui, je crois que je voudrais juste, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais je voudrais ajouter peut-être euh, il y a quand même une prise de conscience et un sursaut européen qu'il faut saluer et souligner. Euh, Moi, j'ai été étonnée en fait du niveau de cohésion et d'engagement que les pays européens ont démontré. Alors, on peut toujours faire plus et j'imagine en Ukraine, vous aimeriez que cet engagement soit encore plus affirmé.
mais le fait que l'Union européenne se constitue en acteur du secteur de la défense et de la sécurité, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Tous les mécanismes qui ont été mis en place au niveau de l'Union européenne pour soutenir l'Ukraine, soutenir le secteur de la défense aussi en Ukraine et contribuer à une montée en puissance des armées européennes, ça c'est nouveau et c'est quand même, ce sont des phénomènes d'ampleur qui vont s'inscrire dans la durée. Et je pense que c'est important de le rappeler. Il y a de la ressource en Europe. On est face à une accumulation de crises dans un moment de grande incertitude euh, sur, je dirais, l'avenir du lien transatlantique, mais aussi la stabilité du monde. Et en même temps, je pense que voilà, face au mur, on a su réagir collectivement. Et moi, je suis assez optimiste de ce point de vue. On est sur le qui-vive, on est prêt à réagir. Et je crois que il est bon de le rappeler. En fait, tout n'est pas perdu, loin s'en faut. Il me semble aussi qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience sur les risques que font peser les services de renseignement et de désinformation russes sur pour la pérennité de la démocratie en Europe. Et je pense que dans chacun des pays, en tout cas en France c'est le cas, il y a la volonté de mieux informer nos concitoyens sur ces risques, sur le fait qu'il y a désormais des ingérences étrangères qui viennent d'ailleurs, elles viennent pas seulement de la Russie, et qu'il y a des acteurs qui cherchent à nous affaiblir en manipulant l'information ou en menant de vraies campagnes de désinformation. Il se trouve en plus que l'apparition de l'IA, des algorithmes, ça va renforcer en fait tous ces phénomènes de manipulation de l'information, ça les rend plus dangereux encore. Donc, effectivement, on est face à une accumulation de risques et de dangers, mais je pense quand même qu'on a la ressource, enfin voilà, je me répète un petit peu, mais je crois que c'est important et je pense aussi que désormais, tout le monde a compris en fait que nous n'avons plus le choix, que la liberté est un bien commun qui se défend, de même que la démocratie et la paix, et que ça va requérir d'une certaine manière l'engagement de chacun. Et ça, c'est vraiment une leçon que vous, les Ukrainiens, vous nous avez donnée. Cette force de l'engagement que vous avez, euh, voilà, toute cette société civile ukrainienne que nous admirons tous, le fait que vous portez à bout de bras votre pays et vous le défendez avec autant de dignité et de résolution, je pense que d'une certaine manière, vous nous offrez, vous montrez l'exemple, vous ouvrez la voie. Et beaucoup d'Européens l'ont compris, ça, je pense, Tetiana. Merci beaucoup Céline pour toutes tes explications et surtout pour ton livre d'une clarté et d'une lucidité incroyable qui, espérons, va expliquer davantage au public français et francophone la nature de cette guerre et l'importance en fait de tenir debout face à l'agression russe. Merci beaucoup. Merci Tetiana. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas à partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Céline Maringer, chercheuse sur la Russie, l'Ukraine et le Bélarus à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Céline Maringer vient de publier son ouvrage « La guerre d'Europe a commencé » chez les éditions Les Arènes. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.